Salut, Clap de Fin vous accueille une nouvelle fois pour l'analyse de l'épisode 13 de The Walking Dead, Do Not Send Us Astray. Pour le lancement de la chaîne, c'est important, alors n'hésitez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous et un petit pouce bleu. Et donc le titre Do Not Send Us Astray faisait clairement référence aux mêmes mots prononcés par Siddiq, des mots censés apporter du réconfort, mais qui n'auront pas du tout l'effet escompté. On voit clairement que ce sera le parcours du combattant pour Siddiq, dans sa quête de se rapprocher de Rick. Et clairement, on voit bien que Rick n'est pas prêt émotionnellement à quoi que ce soit avec Siddiq, Michonne ou n'importe qui d'autre. Mais avant tout, un épisode qui nous mène au cœur de la Hilltop Company, avec une guerre psychologique à son apogée. Un épisode coupé en deux parties, avec une première partie tournée vraiment vers de l'action pure et simple, et une seconde partie nettement plus aboutie, avec le bal des morts vivants. Je passerai donc sous silence certaines scènes ou dialogues assez improbables et totalement ratés, en l'occurrence la conversation entre l'infirmière en chef et Siddiq, mais aussi, encore une fois, les hallucinations de Morgan, qui clairement jouit d'une intrigue assez bancale pour le faire disparaître, au moins temporairement, de la série. C'est dommage et c'est pour l'instant totalement raté. Bien heureusement, cette première partie baston n'aura duré finalement qu'une quinzaine de minutes grosso modo. Tant mieux, c'était assez indigeste, mais cela nous aura permis de constater les mêmes errances qui étaient déjà présentes dans la partie 1 de la saison 8, c'est-à-dire vraiment un énorme problème de mise en scène dès lors qu'on a affaire à des affrontements à grandes échelles avec beaucoup de personnages. Le premier point à noter dans cet affrontement, les sauveurs donc menés par Simon, qui délibérément viennent affronter le groupe de la Hilltop dans leur propre enceinte, donc un vrai assaut, et ce, avec seulement des armes blanches, ou principalement des armes blanches. Là où leurs opposants, tous leurs opposants, ont vraiment des gros guns automatiques, et de plus, leur tactique d'approche était tout simplement de foncer dans le tas en passant par le portail principal. C'était juste soirée tir au pigeon. C'est pas crédible, c'est pas croyable. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref, le deuxième point concernera la même maladresse opérée dans les gunfights de la saison 8, partie 1. Dans le sens où pour créer un aspect tactique et des revirements de situation, dans cet épisode, ils n'hésiteront pas à faire passer les sauveurs pour une vraie bande d'idiots qui, dès lors que les forces de Maggie se retirent dans leur bâtisse, dans leur bâtiment principal, là où c'est le calme plat, ils se permettent de marcher à découvert, tranquillement, comme s'ils ne craignaient rien. Et là, bien sûr, ils se font canarder la gueule comme des bleus. C'est juste pas croyable, c'est pas crédible, c'est pas cohérent, c'est vraiment, mais tellement dommage. Enfin voilà, Cetrix aura juste confirmé les limites de la série, en tout cas dans ce domaine-là particulièrement. Mais point positif, nous aura permis de mettre en lumière les seconds couteaux, et donc Simon et Maggie, qui vraiment étaient très crédibles dans leurs diverses interventions. Et Maggie, bien sûr, qui se surnomme elle-même The Widow, la veuve, en mode j'impressionne mon adversaire. En tout cas, ça m'a fait sourire, c'était marrant, c'était bien joué. Et bien sûr, Simon qui confirme tout son attrait pour la violence, tout simplement. Vous le savez, Maggie va donc tenter en vain de mettre en porte-à-faux les prisonniers et donc ainsi de faire flancher Simon en espérant qu'il retire ses troupes. Mais notre petit Simon, contrairement à Negan qui considère que chaque humain est une ressource et qui a moyen de l'exploiter, Simon se moque totalement de ses anciens camarades. Au final, ce petit affrontement nous aura permis de clarifier certains points assez importants. On a pu s'apercevoir que les sauveurs étaient clairement en manque de munitions. Leur assaut était seulement composé d'une manière générale d'armes blanches et de flèches. Et donc voilà, on peut imaginer que ce phénomène va peut-être se déporter prochainement sur notre groupe de la Hilltop. Et voilà, seul Eugène semble être en mesure de proposer une alternative à ce manque de ressources. Et on peut imaginer que Eugène va peser énormément dans la balance pour la fin de ce conflit.
Cela a été très rapidement traité dans l'épisode, mais vous le savez, Dwight nage toujours et encore entre deux eaux, pris en tenaille entre ces deux groupes, mais on a tous remarqué qu'il a essayé de sauver la vie de Tara, ce qu'il a pleinement réussi en lui assénant une flèche dans le dos, dans l'épaule. Et cela va de soi, la flèche n'était bien sûr pas infectée, même si elle, à ce moment-là, elle ne le sait pas. Je pense qu'il n'y a aucun suspense à se faire là-dessus. Mais dans tous les cas, Dwight l'a sauvé de ce mauvais pas dans le sens où Simon allait justement lui asséner un coup fatal. Donc voilà, c'était bien vu de la part de Dwight et espérons-le bien perçu de la part de notre petite communauté de la Hilltop. En fin de combat, les sauveurs sont donc repoussés et doivent se retirer tout simplement. Et là où tous nos personnages de la Hilltop auraient pu voir une victoire et un vrai échec des sauveurs à leurs yeux, et finalement comme un peu une bombe à retardement, nos personnages de la Hilltop vont vivre une nuit prochaine pas comme les autres. Une deuxième partie d'épisode donc qui viendra gommer les lacunes de la première et qui fera aussi avancer certaines intrigues secondaires. Nous retrouvons donc Tara qui nuance totalement son propos vis-à-vis de Dwight, là où elle ne voyait en lui qu'un assassin, le tueur de sa petite amie, et un ennemi pur et simple. Elle a finalement, semble-t-il, fait le point dans sa tête, essayé d'équilibrer les forces en présence, et s'est vraiment rendu compte de la totale implication dans l'attaque du sanctuaire de Dwight, et voilà, et de ses bienfaits, et même du fait qu'il ait essayé de lui sauver la vie, vous vous en rappelez, dans l'épisode juste après les marées. Et elle fait également un parallèle avec son propre background, dans le sens où elle met en exergue son passé, et justement son passé avec le gouverneur dans la saison 4. Rappelez-vous, dans cette saison 4, le gouverneur et le groupe de Rick étaient en conflit, et finalement le groupe de Rick l'a bien sûr emporté, et Tara, qui était dans le mauvais camp, s'était finalement fait accepter par le groupe de Rick, et finalement elle a l'impression que Dwight est peut-être dans la même situation qu'elle à ce moment-là donné. Donc c'est assez intéressant, ça laisse de bonnes perspectives. Moi, j'ai un gros faible pour Dwight, j'ai très envie qu'il intègre définitivement ce groupe. Donc voilà, cette petite avancée me fait plaisir et j'espère que ça va se concrétiser. La palme d'or de la tête à claque reviendra à notre petit Henry, qui, non loin d'avoir tué Gavin, continue sa croisade et souhaite se convertir en véritable enfant soldat. Et souhaitant toujours, bien sûr, venger son frère, entrera dans l'enclos des prisonniers pour les questionner, comme s'il ne pouvait pas le faire à travers le grillage. Donc malheureusement, énorme facilité scénaristique, ce qui aboutira à la fuite des prisonniers et à la disparition du petit Henry. Et certains sauveurs, dont Alden, préféreront finalement retourner leur veste et rester avec le groupe de la Hilltop, justement. Bon, on l'avait plus ou moins senti venir. On rentre dans le clair du sujet et dans cette deuxième partie où l'on voit finalement les tenants et les aboutissants du plan originel de Negan. Les victimes s'étant fait taillader la veille, finalement, se sont vues transformées en Walker, et les armes blanches étant corrompues, imprégnées de sang et de viscères de Walker, auront vraiment déclenché la transformation de certains personnages, comme ce fut le cas malheureusement pour Tobin. Et donc dans le calme le plus total, certains habitants étant endormis dans la bâtisse principale au même endroit, se sont vus attaqués et mordus par leurs propres camarades dans le chaos le plus total. C'était un vrai remake de La Nuit des Morts Vivants. C'était vraiment très sympa, c'était très agréable à voir, une petite dose de tension, un petit peu de peur, et on s'est senti replonger quelques années en arrière. Ça faisait plaisir. Voilà, ce petit huis clos à l'intérieur de la bâtisse principale de la Hilltop était vraiment bien choisi pour faire une petite scène d'horreur. Et c'était vraiment très appréciable. Et la scène était de qualité. Donc merci Walking Dead. Vous voyez bien que vous savez encore, monsieur le showrunner, vous savez encore faire des scènes avec des morts-vivants, des walkers, et les rendre intéressantes, stressantes. Et voilà, et le fait que nos personnages aient été pris au dépourvu, voilà, la magie a opéré, la magie a fonctionné.
Ça faisait longtemps, merci. Et voilà, comme l'ont côtoyé par le passé Ezekiel et Jadis, notre groupe de la Hilltop est confronté au même dilemme, qui est de tuer ses propres camarades à leur transformer en walker. On peine à imaginer les dégâts psychologiques que cela peut occasionner et engendrer. Ça va être vraiment très très très, très dur. On se demande comment notre petit groupe va pouvoir se relever de cette attaque finalement extrêmement surprise et voilà, doublée d'une guerre psychologique, mais voilà, dans sa plus grande valeur, quoi. Donc voilà, le plan des sauveurs s'est avéré fatal, réussi et vraiment totalement destructeur, hein, et dans tous les sens du terme, hein, surtout psychologique, hein. Donc maintenant, on peut se demander vraiment quelle sera la réponse de nos petits personnages. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cet épisode 13 et également ma vidéo. Si c'est le cas, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour une vidéo traitant de l'analyse du trailer de l'épisode 14 de The Walking Dead qui s'annonce vraiment très intéressant. Mais surtout pour l'analyse et la critique du pilote de la nouvelle série de EMC, The Terror, dont j'avais fondé beaucoup d'espoir et j'avais justement fait une vidéo centrée sur le top 10 des séries qui rythmeront notre printemps, hein, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Donc voilà, vous savez tout. Prenez soin de vous, restez connectés. Je vous dis à très bientôt sur Clap de Fin, bien sûr. Salut!